Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la pensée de Bertrand Russell, spécifiquement son rationalisme. Il se décrivait lui-même comme un rationaliste, comment dire, impénitent. Bonjour. Oui, impénitent, c'est le mot. Surtout à une époque où déjà les appels à l'irrationnel étaient assez forts. Exactement. Donc, on va essayer de comprendre, en se basant sur son essai Pourquoi je suis rationaliste, ce qu'il entendait par là, par rationalisme. Pourquoi c'était si crucial pour lui. Alors, l'idée centrale de Russell, et ça va être un peu notre fil conducteur, elle est simple. Enfin, simple en apparence. Ah oui, oui, mais très exigeante. Ne croire, et surtout ne pas faire croire, une proposition euh, pour laquelle il n'y a aucune preuve. Aucune. D'accord, donc une absence totale de preuves signifie qu'on ne devrait pas y croire. C'est une approche qu'il voyait comme modeste. Oui, modeste mais fondamentale. C'est vraiment ça. Une posture de modestie face à ce qu'on ne sait pas, face aux certitudes un peu gratuites. Et cette exigence de preuve, il l'oppose justement à ses certitudes ambiantes, c'est ça? Ce n'est pas dire c'est faux de façon dogmatique, Non, pas du tout. c'est plutôt reconnaître l'incertitude là où justement les preuves font défaut, alors que beaucoup affichent des certitudes sans aucun fondement réel. Il raconte même une anecdote assez drôle là-dessus, non? Sur une critique qu'il a reçue. Ah oui, celle de l'auteur qui prétendait savoir mieux que Russell lui-même pourquoi il n'était pas chrétien. C'est ça, en disant que Russell, au fond, ne comprenait rien à la religion. C'est assez piquant. Tout à fait. Et ce qui est frappant, c'est que Russell trouvait cette habitude d'esprit, cette rationalité, très rare, vraiment rare. Il s'inquiétait de certaines tendances. Oui, beaucoup. Il regardait les États-Unis, par exemple, dont l'influence grandissait, et il notait la persistance de la théologie, même s'il y avait quelques exceptions, des ecclésiastiques plus libres penseurs. Et il mentionne aussi l'Église catholique? Oui, il s'alarmait un peu de sa montée en puissance. Pas tant par la conviction ou la propagande rationnelle, mais plutôt par la démographie. Par le nombre. Voilà, il craignait une domination future par le nombre. Il donne l'exemple de Boston, où la censure, disait-il, était déjà très active. Pour lui, c'était un vrai défi pour la pensée critique. Et ça nous amène à un point vraiment central pour lui, l'éducation. Ah, l'éducation, oui. Un champ de bataille, comme vous dites. Il dénonçait cette habitude d'enseigner aux jeunes des propositions douteuses, des superstitions, comme si c'était des vérités établies. Absolument. Il a même essayé, lui, de monter une éducation sans superstition. Il en parle dans ses écrits. Et c'était compliqué, j'imagine. Énormément. Il raconte les difficultés, notamment l'impossibilité d'avoir des fonds publics. L'argent allait aux écoles qui, elles, maintenaient une certaine dose d'irrationnel dans leur enseignement. C'est fou quand on y pense. Et il critiquait aussi cette idée, assez répandue à l'époque, qu'il faudrait utiliser de mauvais arguments, des arguments un peu fallacieux, pour inculquer la vertu. Pourquoi? Ça ne marche pas? Pour Russell, c'était contre-productif. Il disait que les jeunes finiraient par s'en rendre compte, par voir que les arguments ne tenaient pas la route, et du coup, ils rejetteraient peut-être la vertu avec les mauvais arguments. Donc pour lui, toute vertu doit pouvoir être défendue rationnellement dès le départ. Exactement. Le problème, c'est que les autorités, que ce soit l'État, l'école, parfois même le corps médical, avec ses définitions de la santé mentale, s'appuyaient souvent sur des dogmes irrationnels. Pas seulement religieux d'ailleurs. Ce qui rendait une éducation vraiment rationnelle très difficile. Voire impossible, ou en tout cas perçue comme subversive. Presque illégale selon les standards de l'époque, disait-il, sauf peut-être en Russie, ironiquement. Il mettait aussi en garde contre de nouvelles justifications de l'irrationalité, c'est ça. Oui, c'est intéressant, il prend l'exemple de la psychanalyse. Il respectait Freud, le voyait comme un rationaliste, Mais mais ils observaient que certains disciples commençaient à tordre un peu les idées de Freud, pour suggérer que la raison, au fond, ne pouvait fonder aucune opinion solide, que tout était affaire d'inconscient, de pulsions irrationnelles. une sorte de récupération qui l'inquiétait. Oui, une façon de disqualifier la raison elle-même. Et ça l'amène à une dernière mise en garde qui me semble toujours très pertinente aujourd'hui. Laquelle? Contre le charlatanisme, il dit « Méfiez-vous de ceux qui, sans être même des scientifiques, s'emparent des derniers résultats de la science pour dire qu'en fait, ça prouve le contraire de ce que la science dit ou que ça valide des vieilles croyances. Exactement. Pour dire que ça valide les thèses de ceux qui se sont toujours opposés à l'esprit scientifique. Une forme d'imposture intellectuelle, quoi. Donc au fond, si on résume, le cœur du message de Russell, c'est cet appel constant à une certaine discipline intellectuelle. C'est ça. Une posture, ne croire que s'il y a une raison de croire. Une raison valable. Ça paraît simple dit comme ça. Simple à énoncer, oui, mais l'appliquer au quotidien, ça reste un sacré défi. Tout à fait. Et ça nous laisse d'ailleurs avec une question ouverte.
Russell s'inquiétait de l'irrationalité, du charlatanisme de son temps. Oui. Comment est-ce qu'il jugerait notre époque? Avec la vitesse de l'info, les réseaux sociaux, cette difficulté permanente à démêler le vrai du faux, est-ce que son appel à la raison critique n'est pas encore plus pertinent aujourd'hui? C'est une excellente question pour terminer notre exploration. Une réflexion essentielle à poursuivre, en effet. Merci de nous avoir rejoints. À bientôt.